C'est terminé! C'est terminé la victoire de l'Olympique de Marseille. 3-2 face à l'Olympique lyonnais. Tolisso 53e minute. Greenwood 61e. Rabiot 64e. Lacazette qui égalise sur pénalty à la 72e. Et le but de la victoire, son 9e cette saison. Luis Enrique à la 85e minute. L'Olympique de Marseille s'impose au terme d'une seconde période spectaculaire. 3-2 face à l'Olympique lyonnais. Marseille reprend 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Lyon compte 3 points de retard sur le Racing Club de Lens dans la course à l'Europe. Exactement, bis repetita, messieurs, ça va faire plaisir aux supporters de l'OM. Bon, les supporters lyonnais, ils seront forcément touchés ce soir en se couchant, Edouard. Oui, oui, fatalement, avec peut-être aussi des regrets, parce qu'il y avait eu ces balles de 2-0, il y a eu aussi, voilà, il y a des regrets des deux côtés, mais finalement, c'est un petit peu ce que je vous disais au début, la fatigue allait se faire sentir. On l'avait vu la semaine dernière à Nantes, là, il y avait eu un déplacement à Istanbul, donc il pourrait y avoir une explication, même si le match de jeudi soir était au Groupama Stadium face à Ludogorets. Clairement, on a senti que sur la fin, il y avait moins d'essence dans le moteur. Côté marseillais, on retiendra la deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus enthousiaste. On a retrouvé un peu les valeurs de cet OM, aller quand même de l'avant. Et... Ouais, c'est un but en deuxième mi-temps. Ouais, on a vibré finalement. Ah bah oui. Hein, on était là à la mi-temps, deuxième mi-temps, je trouve vraiment très agréable. C'était vraiment un olympico la deuxième mi-temps. Ouais. Un demi-olympico. Non, mais les moments où on vibre et où finalement il n'y a plus de calcul aussi, ça a été ça à un moment. Mais il fallait une étincelle à un moment donné, on l'a eu avec cette entrée, le but lyonnais. Pas forcément contre le cours du jeu, mais on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Et après, ça a peut-être piqué au vif, hein, Roland, tu l'as dit. Piqué au vif les Marseillais. Voilà. C'est possible, en tout cas. Bon, première mi-temps, c'était pénible, mais deuxième mi-temps, on s'est régalé. Comptablement, il va falloir faire le point, parce que si l'Olympique de Marseille conserve un petit matelas avec les poursuivants, Lyon, attention, parce que le train des compétitions européennes, il part. Et il va falloir accrocher les wagons rapidement, parce qu'il n'y a plus le temps là pour Fonseca. Oui, et puis pour être plus précis que des wagons européens, le président et propriétaire l'a bien redit vendredi, c'était donc il y a 48 heures, c'est la Ligue des Champions qui veut, et directement. Et la Ligue des Champions, c'est les 3 premiers points, les 3 premières places. Et là, ça commence à faire un petit peu d'écart, en sachant qu'il va falloir aussi aller à Monaco, recevoir Paris. Voilà, la tâche est vraiment difficile pour les Lyonnais. Mais depuis le début, à Cop Gone, on le dit avec Elodie Poyade et tous les invités, il y a une forme de plafond de verre. Les Lyonnais, on sent qu'il va être difficile de dépasser la 5e place. Ce soir, quelque part, on voit que pour l'instant, ils n'ont pas le niveau d'aller chercher la 2e. Allez, restez bien avec nous sur les antennes de BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Varay et BFM Lyon. On vous remet un dernier moment, le QR code, parce qu'il y a un après-match où il va falloir rester avec nous. On est ensemble jusqu'à minuit, donc flashez bien ce QR code, que vous soyez lyonnais, que vous soyez marseillais. Vous nous envoyez vos réactions, vos questions, vos interrogations, voilà tout. On prend tout et on essaie d'y répondre en plateau. Restez avec nous, il y a tout le débrief d'après-match avec évidemment les conférences de presse depuis l'Orange Vélodrome avec les deux entraîneurs respectifs des deux clubs, avec évidemment la zone mixte aussi, Florent Germain, ton acolyte, tiens, Edouard G, qui sera avec les joueurs de l'OM, les joueurs de l'OL. On a Diana Melem qui est notre envoyée spéciale évidemment à l'Orange Vélodrome, et puis on a quelqu'un à Lyon qui est dans un bar, et on va allez le voir tout de suite. On imagine que les Lyonnais ce soir, Timothée, ils sont quand même vachement déçus, et que ils vont rentrer un peu tendus chez eux, Timothée. Oui, effectivement, en fait, il y a de la déception parce que les Lyonnais, le peuple lyonnais a espéré en deuxième mi-temps. À la pause, il n'y avait pas beaucoup d'espoir parce qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas beaucoup de raisons d'espérer. Mais en deuxième mi-temps, on a vu des Lyonnais qui se sont vraiment réveillés. On a vu tout le bar qui était derrière moi. Alors là, ça s'est vraiment vidé, j'ai voulu l'imaginer, à cause du score, entre autres. Mais ce public y a cru. Et pendant longtemps, on pensait qu'il y avait quelque chose de grand à aller chercher ce soir sur la pelouse du Vélodrome. Du coup, il y a forcément, vous l'imaginez, beaucoup de déception avec le scénario de ce match et ce score à l'arrivée. Je suis avec Simon qui est supporter lyonnais. Simon, je te laisse me rejoindre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match et de ce scénario forcément un peu cruel? Un match avec beaucoup d'intensité. On a su revenir au début la moitié du match. Une première période assez compliquée. Et on a cru pouvoir le faire, et ça allait assez vite en deuxième période. Beaucoup d'intensité, ça a été sympa à regarder, mais malheureusement on a fait des erreurs et ça nous a porté préjudice.
Est-ce qu'il y a un petit peu la crainte que ça a été le match qu'il ne fallait pas perdre dans la saison, que c'était un match très important quand même pour la suite? Ouais, bien sûr, une grosse équipe. Deuxième du classement, je crois, donc ça aurait fait du bien de gagner ce match-là. On a été solide, on a eu les armes, mais ça n'a pas abouti, donc c'est dommage pour ce match-là, ouais, en effet. Qu'est-ce que tu as pensé de la première du nouveau coach? Est-ce que tu as été plutôt convaincu? Écoute, pour le peu de matchs que je vois, assez satisfait de pouvoir au moins faire mûr, hein, d'être présent au moins, on marque 2 buts, mais ça n'a pas suffi ce soir. Ça n'a pas suffi ce soir, effectivement, Simon. Et du côté de Lyon, il y a un petit peu la crainte que ce match ait été un match charnière, un match qui va compter dans la suite de la saison lyonnaise, et malheureusement pas du tout avec le résultat qu'on a espéré, notamment au deuxième mi-temps. Et hop, magie de la télévision, je suis apparu à la place de Johan pour le débrief. Johan qui a quand même resté. Je suis pas parti, pas trop loin, ouais, parce qu'on a autorisé nos invités de prendre une petite pause qui ont été excellents pendant près de 2 heures. Donc ils vont revenir pour débriefer ce match. Mais voilà, on a gardé Edouard et Johan pour commencer. Les plus résistants. Les plus résistants. On a la condition physique, nous. les maestros de ce match commenté. On va juste remercier Hamza Ramani qui nous a accompagnés ce soir pour commenter ce match. Merci Hamza, tu nous as fait vibrer depuis ta cabine de commentateur. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir pour cette soirée spéciale sur nos antennes. À la prochaine. Messieurs, on a vibré ce soir. On a eu peur de tomber dans un match un peu monotone en première mi-temps, mais finalement tout s'est emballé en deuxième. Un scénario fou, encore un 3-2 entre l'OM et l'OL. On s'est régalé, Johan, ce soir. On restait vraiment sur notre fin, au moins sur la technique, en se disant c'est 2 clubs qui visent le très haut niveau et qu'on avait envie de voir avec des transitions réussies, avec des mouvements de jeu identifiés, ce qu'on n'a pas eu en première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a suffi d'une étincelle et c'est devenu complètement fou. C'est aussi ça qui rend le football magnifique. Alors il y aura beaucoup de choses à analyser, et côté OM et côté lyonnais, mais il y a des dynamiques qui sont opposées. Voilà, les 2 clubs doutaient, l'OM se rassure. Lyon, les prochaines semaines vont être compliquées. Hein. Et on a vu le classement, Lyon qui est maintenant à 10 points de l'Olympique de Marseille. Ça va être compliqué de les rattraper. Ils en ont rattrapé Ouais, 15, mais des saisons comme celle de l'an dernier, t'en fais pas tous les ans, Edouard. Non, d'être à Lourdes ou de délocaliser tous les matchs à Lourdes, ils l'ont fait une année, ça pourra pas se faire encore cette fois. Là, on sent clairement, je vous le disais tout à l'heure, l'OL, on sent quand même c'est pas une histoire de coach, quoi. En fait, il y a un moment donné, l'effectif, on sent qu'il y a un plafond de verre, quoi. En fait, la fameuse 4, 5e place. Alors le président a beau dire que lui veut absolument la Ligue des Champions, oui, mais là, comptablement, il y a 10 points par rapport à Marseille, mais par rapport au 3e, ça fait 7, ça commence à faire un rattrapé. Alors l'année dernière, oui, ok, l'OL a rattrapé des places, mais c'était par rapport à des équipes que petit à petit, avec un effectif renouvelé, l'OL a pu rattraper. Là, c'est quand même le haut du tableau, hein, donc ça va être un peu plus difficile. Messieurs, on va retrouver Diana Melem qui est devant le stade Vélodrome avec les supporters qui ont assisté à la rencontre. Les Marseillais sont heureux, encore une victoire face au rival lyonnais ce soir. Ça fait 3 points pour l'OM et les supporters qui sont très heureux. Il y a eu une sacrée ambiance, on en parlait en première mi-temps, on s'ennuie un petit peu. Deuxième mi-temps, rien à voir, il y avait une ambiance assez exceptionnelle, même à la fin du match, hein, le Vélodrome qui s'est un peu transformé en boîte de nuit. Et Idriss, deuxième mi-temps complètement différente de la première. Complètement différente, déjà je tenais à dire franchement merci, une équipe avec du caractère. Quelle entrée d'Amine Gouiri, quelle entrée. On attendait vraiment un joueur très technique, vraiment, devant. Ce qui manquait peut-être à Eli Wahi. Mais franchement, on est vraiment très content. La soirée va être très longue. On va retenir que ça pour l'instant, cette victoire, les 3 points et aller l'OM. C'était important de gagner en plus contre Lyon. C'est vrai que la rivalité est assez forte. C'est une rivalité pour moi qui s'est créée dans ces 5 dernières années. On va pas se mentir, avec Paris qui est vraiment au-dessus. Ça reste quand même des Olympicos. Et quand on les gagne, ça fait plaisir. On les a gagnés chez eux, chez nous. Et franchement, allez l'OM. Allez l'OM les gars. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de supporters avec un supporter qui nous a rejoint. Regardez, il a une surprise. C'est le ballon du
troisième but, le ballon du troisième but que monsieur vous avez récupéré. J'ai récupéré, c'est Rabiot qui me l'a envoyé. Voilà, il est là. Voilà, je pense qu'on peut se baser sur ça, mais vous l'avez compris, belle ambiance. Des supporters forcément heureux ce soir et encore plus heureux qui repartira avec le ballon du match. Merci beaucoup Diana, Mélème et Jimmy Comte. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres réactions de supporters. Coach Courbis nous a retrouvés après la petite pause. Il a pris la place de Johan. Coach, on disait, là c'est vraiment deux antagonismes ce soir. L'OM qui conforte sa première place et l'OL qui finalement sombre, qui va s'empêtrer dans le milieu de tableau de Ligue 1. Ben oui, donc on a eu une première mi-temps pénible. On a essayé de trouver les solutions entre nous, puisque dans tous les cas, on ne pouvait pas les communiquer. Mais c'est vrai, cette première mi-temps a été inquiétante. Et heureusement, après, que c'est parti de tous les côtés. Et on a pu assister, pas seulement à une victoire de l'OM, on a pu assister aussi à une deuxième mi-temps qui donne vraiment envie d'être supporter de cette équipe et de cette façon de jouer. Mais bon, il y a beaucoup de commentaires à faire parce que je suis en train de réfléchir en ce qui concerne le changement qui vient d'y avoir du côté de Lyon. Quel que soit l'entraîneur qui débarque dans une semaine avec un match au stade Vélodrome de Marseille contre l'Olympique de Marseille et qui ne connaît pas complètement les qualités et les défauts de ces joueurs, qui peut discuter avec son entourage. Mais sincèrement, je pense que ce soir, la victoire est méritée, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est pas seulement la victoire de ce soir, il y a le match aller-retour qui a été gagné par l'OM, et ça fait des différences sur le plan mathématique avec cette victoire à 3 points qui sont différences énormes. Donc on a l'occasion d'en reparler en détail, mais l'objectif a été atteint et c'était pas évident du tout. Edouard, pourtant on a cru à un moment donné que l'OL allait réussir à renverser cet Olympique de Marseille. Après l'ouverture du score de Corentin Tolisso, on sentait les hommes de Paulo Fonseca beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus dangereux dans la surface de réparation. Et finalement, ce but égalisateur, il les a un peu remis la tête dans l'eau. Oui, il est peut-être arrivé trop tôt. 53e, le but de Corentin Tolisso, l'égalisation à la 60e. Donc du coup, les Marseillais n'ont pas réussi se sont pas trop éternisés sur le fait que ils étaient menés 1-0. Il y a eu deux occasions de break. Surtout, il y a eu deux occasions au lieu de 2-0, on s'est retrouvé un partout. Donc ça, c'est le même scénario que la semaine dernière à Nantes pour les Lyonnais. Voilà, ils menaient. Alors à Nantes, ils avaient la maîtrise, tout allait bien. C'était pas ce type de match d'aujourd'hui, mais il manquait ce deuxième but qui aurait pu leur permettre de mettre un petit peu d'écart. Là, pareil. Même si on peut imaginer qu'à 2-0, ça peut peut-être encore mettre plus de folie dans le match. Heureusement, l'entraîneur de Lyon ce soir, c'était pas sage. Parce que, exactement. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait pris sur la tête comme un coup de marteau. Et derrière, il y a aussi ce côté physique. À la fin, on a bien senti que la tête voulait éventuellement faire des choses, mais que les jambes n'arrivaient pas à suivre. C'est vrai que on le dit souvent, ces matchs du jeudi soir. Avec ces 3 jours de récupération pour le dimanche, surtout là ce match à Marseille, en plus avec le contexte général, on a senti que dans les têtes c'était pas, il n'y avait pas de cette certitude qu'on peut avoir un certain nombre de fois où l'OL, il y a eu des périodes. L'année dernière, ce même match au mois de mars-avril, quand Lyon marchait sur l'eau, à 1-0, il y avait le 2-0, tout allait bien, toutes les planètes s'alignent. Là, les planètes ne s'alignent pas et au final, même s'il y a une forme de logique dans ce résultat, les Lyonnais peuvent peut-être nourrir des regrets, même s'il y a tout eu, même s'il y a eu le PPL. Le pénalty pour Lyon. Voilà, il a eu lieu. Qui a converti ce pénalty et qui a débloqué son compteur en 2025. Pourtant, tu parlais de Pierre Sage. Paulo Fonseca, il avait son plan de jeu qui a fonctionné, c'est-à-dire attendre l'OM, essayer de piquer en contre. Ça a marché avec le but de Corentin Tolisso. Le plan de Fonseca, ce soir, jusqu'à l'égalisation, il était presque parfait. Ah oui, mais presque. Parfait dans le sens que ça se joue
a aussi... Rouli, c'est pas la première fois qu'il est décisif dans des tournants de match. Il fait 2 arrêts extraordinaires alors que c'était un 2-0, même si 2-0, c'est pas la fin d'un match, mais ça fait rien. J'appelle ça le petit break. Et là, on se retrouve avec un Lyon, oui, ok, qui fait un match sérieux. Fonseca, pas facile pour lui de débarquer dans une semaine où il y a un match contre Marseille à Marseille, même si il a pu se renseigner, regarder les vidéos, discuter avec l'un, avec l'autre et tout. On ne peut pas, en 3-4 jours, connaître ces joueurs de A à Z. Il y a des joueurs qui sont faits pour entrer en cours de match, d'autres non. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et là, l'OM a été très timide en première période, avec beaucoup de regrets. Si l'OM ne gagne pas ce match-là, on serait en train de parler de la première période de l'OM qui a pour moi été tout simplement insuffisante. Messieurs, on voit sur notre retour les images d'Amine Gouiri et notamment sur le deuxième but de Marseille, le but de Mason Greenwood. Il a apporté quelque chose ce soir, l'ancien Lyonnais, le joueur arrivé de Rennes. Ce soir, Amine Gouiri, il y a eu un match avant sa rentrée et un match après sa rentrée. Et puis bon, on voit quand il y a les choses qui vont dans le bon sens et que tu vois que Gouiri, qui est ici dans son nouveau club, qui rentre et que quelques minutes après, il rate une frappe qui aurait pu être une frappe dangereuse et que cette frappe ratée, ça devient une passe décisive pour Greenwood. Je suis lyonnais, si je suis lyonnais ce soir-là, je dis, bon, sincèrement, j'ai mal à la tête. Allez messieurs, on va prendre la direction de l'Orange Vélodrome. Retrouver encore une fois Diana Melem. Diana, tu es avec des supporters. C'est chaud de te trouver, Diana, puisqu'il y a beaucoup d'ambiance autour de toi. Ouais, il y a beaucoup de mouvements, ça chante, ça crie. Les Marseillais qui sont contents. On est contents aujourd'hui. Attendez, est-ce que ce qui a fait la différence, on va parler sérieusement, ce qui a fait la différence, c'est l'entrée en jeu d'Amine Gouiri. Gouiri, il a mis la différence. Dès qu'il a rentré, nos matchs a changé. Le Gouiri, meilleur joueur du monde. Attendez les gars, attendez. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Gouiri, on va marquer. Attendez. En France, il y a un seul Olympien. C'est l'Olympique de Marseille. Vous le voyez. On n'est pas Marseillais. On n'est pas Marseillais. Je suis lyonnais, je blesse. Jamais dans la Marseille. Les supporters qui jubilent ce soir après un match encore au scénario fou. Maxence Lachez nous a rejoint. Merci d'être encore avec nous ce soir. Maxence, on parlait d'Amine Gouiri qui est rentré et qui a pratiquement tout changé dans ce match. Oui, alors son entrée a changé beaucoup de choses. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe qui est autour de lui. Mais ce qu'il a apporté à l'équipe, il a apporté de la profondeur, il a apporté un peu plus de jeu dans l'axe aussi. On a vu que tous ces ballons, et dès son premier ballon, il le prend, il attaque la surface, il loupe sa frappe, mais ça fait pas décisif. Ouais. Il est très bien rentré dans ce match et il a apporté peut-être ce qui a manqué sur la première mi-temps à l'OM, c'est un peu de profondeur et puis un joueur, comme le disait Roland, un joueur qui est capable de faire un peu un jeu en pivot devant. Dans l'axe. Roland, tu nous disais en avant-match que l'OM manquait d'attaquants dans sa composition d'équipe. Roberto De Zerbi a écouté un petit peu plus tard dans le match, a fait rentrer Gouiri donc pour épauler Mason Greenwood. Et on a vu la différence. L'OM a retrouvé de l'allant, retrouvé de la profondeur, comme disait Maxence. Oui. Et ça a vraiment tout changé au-delà de l'entrée d'Amine Gouiri. Oui, mais en plus de ça, l'entrée d'Amine Gouiri est une entrée très intéressante pour un joueur qui est arrivé il y a quelques heures dans un nouveau club. Mais c'est aussi que Greenwood se retrouve, quand il marque, dans une zone qu'il est habitué d'avoir. Mais je pense que Mopé aurait pu filer un coup de main aussi et terminer le match avec
Gouiri, Mopé et Griswood, c'est interdit par aucun règlement. Donc, et ça aurait pu être intéressant. Mais bon, c'est pas sûr que ça aurait pu être mieux. Toujours est-il que la première mi-temps, c'est avec une organisation prudente, et peut-être même trop prudente. La première mi-temps, il y a 3-4 situations dangereuses pour l'OM, mais c'est une première mi-temps timide. Et la deuxième mi-temps, je crois que l'ouverture du score, les 2 arrêts de Roulis qui ont empêché le break, ça a déclenché chez l'Olympique de Marseille ce qu'on aurait aimé voir d'entrée en première mi-temps. Il a manqué quoi à l'OL ce soir, Edouard, quand on voit que c'était à pas gagner d'avance vu le contexte, que l'OL arrive à ouvrir le score. Est-ce que ça se joue dans la tête ce soir pour l'Olympique Lyonnais? Oui. Tu disais ils ont été fatigués en fin de match, mais bon, quand l'égalisation intervient, on est à la 60e minute de jeu, donc cette excuse-là, elle peut pas fonctionner. Oui, mais clairement, mais on en a parlé dans l'avant-match, et les têtes, pour moi, sont un petit peu empoisonnées par tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Ce poison instillé là, petit à petit, sur les rumeurs autour de Pierre Sage, ça a fragilisé le groupe. Petit à petit, s'il y a eu l'élimination à un moment donné en Coupe de France, c'est pas que ça qui te fait louper le pénalty, le tir au but, mais bon, un petit peu. Certaines actions dans des matchs qui n'ont pas été franches, c'est peut-être parce que les têtes n'allaient pas forcément bien. En plus, donc la crise à partir de lundi et virer un coach qui est aimé de tout le monde, des supporters, mais aussi et surtout, c'est le plus important, des joueurs. Il y a tout ça qui a fragilisé tout le groupe, et quelque part, ce soir, même à 1-0, on sentait pas que quelque chose pouvait se mettre en place. Alors peut-être à 2-0, peut-être s'il y avait eu un petit peu un matelas un peu plus confortable, mais on sentait pas qu'il y avait cette possibilité de s'asseoir sur un bon résultat. Là, pour l'instant, Lyon mène 1-0 et on va attendre après, et petit à petit, on va résister. On sent pas cette résistance très forte à l'OL qu'on avait. C'est assez bizarre, mais c'était il n'y a pas si longtemps, moins de 2 mois, quoi, en fait. C'est assez bizarre, comme dans un groupe comme ça peut tourner dans les têtes et fatalement après dans les jambes. En plus des départs, je ne serais pas étonné malheureusement que Lacazette soit blessé. Je ne pense pas que c'était des crampes qui l'ont obligé de sortir. Lui qui avait été préservé en Europa League. Je pense qu'il y a peut-être un problème aux ischios. On verra. On verra, on entendra hier Paolo Fonseca dans quelques instants dans ce débrief. On va prendre la direction de Lyon, on retrouvait Timothée Perron. À Timothée, en disant en plateau que le problème était surtout mental. Est-ce que les supporters ont la même analyse après avoir vu le match dans The Bar? Oui, l'analyse est partagée sur la fragilité un petit peu mentale forcément de l'OL ce soir. Je suis avec Maxime, qui est quelqu'un que les spectateurs assidus de BFM Lyon connaissent bien. Maxime, est-ce que tu partages l'analyse du plateau par rapport à la fragilité un petit peu mentale de l'équipe, même quand le score a été ouvert par l'OL? On l'a senti sur cette deuxième mi-temps, on l'a senti, l'équipe s'est vite liquéfiée après avoir encaissé l'égalisation de Mason Greenwood. Ça a été très compliqué. Le deuxième but marseillais par Adrien Rabiot qui arrive seulement 3 minutes après ce premier but marseillais, ça montre la fragilité de cette équipe lyonnaise sur le plan mental, parce que l'équipe n'est pas très loin de gagner 2-0. À un moment, ça a été dit aussi sur le plateau, il peut y avoir cet enroulé de Noama, il peut y avoir ces occasions de Tolisso. Malheureusement, 5 minutes après, ça fait 2-1 pour Marseille. Et là, c'est plus compliqué côté lyonnais ensuite. Mais on discutait juste avant, toi, ton analyse, c'est que potentiellement le discours de Paolo Fonseca à la mi-temps a pu porter ses fruits. Et pour toi, la différence entre la première et la deuxième mi-temps, tu peux aussi l'expliquer par ça. La première mi-temps était catastrophique, il ne s'est rien passé. Il y a eu peut-être une tête de Corentin Tolisso qui a réveillé un petit peu le bar ici, qui était vraiment très très éteint, ce bar ici. Au retour des vestiaires, on a senti une équipe lyonnaise plus en jambes. Corentin Tolisso, ce qu'on lui demandait dans cette position de numéro 10, qui s'est davantage projeté. Lyonnais sur cette première mi-temps. Et malheureusement, on a espéré quand même, c'est ça qui est un peu cruel sur ce match. On a espéré, le 2-2, la superbe célébration de Lacazette qui met un petit coup de clim au Vélodrome. On a tous cru, moi je me fais chambrer par des amis marseillais qui me demandent d'apporter une doudoute à Alexandre Lacazette en espérant qu'il n'ait pas pris froid ce soir. Bon, c'est le jeu, c'est l'Olympico. Malheureusement, il y avait peut-être mieux à faire, mais on ressent encore avec une défaite, encore un 3-2 comme au match aller. On avait les larmes au match aller au Groupama, on a les larmes encore ce soir. Voilà, j'imagine que l'ambiance est un tout petit peu plus festive, un tout petit peu plus souriante côté marseillais. Je peux vous dire que derrière moi, on y a vraiment cru quand l'OL a réussi à ouvrir le score puis à revenir.
malheureusement, ça s'est très très vite vidé et la soirée lyonnaise va se dérouler sans beaucoup mentionner ce match qui, au final, laisse un goût relativement amer quand même aux supporters lyonnais. Bon, séchez vos larmes quand même, Timothée, ce n'est que du football et on le rappelle, la qualification pour la Coupe d'Europe n'est pas encore jouée. On commence à peine la deuxième partie de la saison. Edouard, pendant le duplex, me disait qui vous mettez en flop à Lyon. Quel joueur est sorti du lot mais vers le bas, Maxence, ce soir? C'est une bonne question. C'est compliqué de sortir un joueur, honnêtement, là. Je vais être un peu dur peut-être, mais on voit l'image là. Je pense que le gardien, peut-être, il a fait des arrêts déterminants. Mais à contrario de son homologue marseillais, il n'a pas été déterminant dans le bon sens. Voilà, je trouve. Il a retardé l'échéance. Il a retardé, mais je pense que même le premier, un bel arrêt sur. Mais le premier but, je pense qu'il peut. Le premier but, il peut l'éviter pour moi. Et c'est quand même un but important. Du côté marseillais, qui sortirait du lot ce soir, coach, on a un joueur qui devient en tête là. Ben le Danois au milieu, moi, j'ai peut-être un faible pour lui, mais bon, je le trouve toujours très bon, pas seulement parce qu'il fait des exploits techniques, mais dans le replacement des joueurs en plein cœur de l'organisation. Je pense que celui-là, il faut pas qu'il manque trop souvent à l'OM. Il faut qu'il soit quand même très 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 sérieux dans ce qui se passe en dehors du football, pour justement ne pas risquer la blessure, parce que ça serait une très très grosse perte. Messieurs, je voudrais qu'on regarde les stats de cette rencontre entre l'OM et l'OL. Regardez, sur le papier, sur les stats, la victoire de l'OM est méritée. 65% de possession pour les Marseillais, 20 tirs à 10, 11 cadrés pour les hommes de Roberto De Zerbi contre 4 pour les hommes de Paulo Fonseca. Les passes réussies, on est à 91% pour l'OM, 80% pour Lyon. Au niveau des fautes, on est quasiment similaire, 13 à 10. Et les corners, 6 à 2. C'est des stats qui reflètent quand même la physionomie de ce match, c'est-à-dire des Marseillais qui ont été plus entreprenants de manière générale et des Lyonnais qui ont attendu les failles marseillaises pour essayer de piquer en contre. Ça reflète bien la physionomie de la rencontre, Maxence? Oui, c'est exactement ça. Et je pense que c'était ce qui était recherché de la part des Lyonnais en venant ce soir à Marseille. Être attentif défensivement et essayer de faire mal quand il le pouvait. Et c'est vrai que les stats reflètent bien en tous les cas ce match. Et je pense que ça reflète bien aussi ce qui est recherché. Marseille qui donc se relance après avoir passé un mois de janvier assez compliqué avec cette élimination en Coupe de France, ce match perdu face à Nice à la semaine dernière. Est-ce que c'est une victoire sur laquelle on s'appuie quand on est entraîneur d'un club aussi prestigieux, j'ai envie de dire, que l'Olympique de Marseille, pour bâtir cette fin de saison et dire voilà, on est capable de sortir des prestations comme ça, il va falloir aller chercher cette place qualificative pour la Ligue des Champions? Oui, je pense que cette victoire, surtout contre un adversaire qui est devenu quand même un adversaire, un rival, si on peut appeler ça comme ça, c'est sûr que ça pouvait pas mieux tomber compte tenu de cette période avec cette élimination contre Lille, ce match, je dirais pas perdu, mais presque contre Strasbourg, et le match perdu à Nice. Donc là, ça pouvait pas mieux tomber. C'est pour ça qu'on était inquiet en première mi-temps, mais on avait des raisons pour être inquiet. Ne pas gagner ce soir, je pense que ça aurait été pénible. Le match gagné par l'OM, c'est une victoire logique, donc tu dirais, Roland? Une victoire logique, oui, quand même, compte tenu de cette deuxième mi-temps. Mais heureusement que l'OM, et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, a gagné en deuxième mi-temps, parce que sinon on aurait parlé uniquement de cette première mi-temps timide, avec une équipe et un seul petit attaquant, Greenwood, en pointe. Donc je pense qu'on aurait parlé que de ça. Tant mieux. Allez, qu'on messieurs, ne parle pas que de ça. On va prendre la direction de l'Orange Vélodrome. Écoutez, le coach lyonnais Paulo Fonseca qui va s'exprimer pour son premier match sur le banc lyonnais. On l'écoute. Oui, bonsoir Paulo. Bonsoir.
On a vu un match un peu particulier de Lyon. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs visages de votre équipe dans le match. Comment vous l'expliquez? Oui, on a l'impression que votre équipe a montré plusieurs visages ce soir, que ce soit en première et en deuxième. Comment vous expliquez cet écart de comportement? Demi-temps différent. Ah, ok. On a fait seulement un entraînement. Je pense que nous avons créé une stratégie défensive qu'en premier temps, on a fait bien. Je pense que on a eu un grand spirit défensif tous les jours et c'était très, très positif. Et je pense que le deuxième thème, nous avons pressé un plus et on a fait le premier but. Après, nous avons plus d'opportunités. Marseille a marqué notre meilleure période. Le premier but était un corner pour nous, mais je pense qu'ils ont fait les deux buts et la meilleure période de Lyon. Après, nous devons risquer plus. Nous avons des opportunités. On a fait le deuxième et nous pouvons faire différent, mais je suis très positif. Je suis très positif parce que on a démontré un bon spirit de courage. Et je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup, mais je suis très positif. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Petite question, la première sur Corentin Tolisso, il évoluait dans un rôle très particulier, second attaquant quasiment, il a marqué. Pourquoi vous avez imaginé ce rôle pour lui? Et la deuxième question, c'est pourquoi avoir fait le coaching aussi tard dans le match? Le deuxième? La deuxième question, je pense que nous devons faire le changement quand je pense que nous avons besoin. Je pense que l'équipe était très, très bien, très confortable. Pourquoi j'ai fait le changement après. Je pense que l'équipe était très bien. La première, de Tolisso, était notre stratégie principalement défensivement. Parce que nous savons aussi que Marseille est une équipe qui marque man-to-man et parfois nous avons besoin de jouer un peu plus long et Tolisso est un joueur important en cette question. Bonsoir, on vous a vu jouer avec des lignes très resserrées, mais est-ce que vous auriez aimé que votre équipe joue aussi un petit peu plus haut dans ce match? Haut? Nous avons joué plus haut? Oui, je suis un entraîneur que j'aime presser haut. Le problème est que nous n'avons pas de temps pour préparer, pour organiser l'équipe pour presser haut, et principalement une équipe comme Marseille. C'est difficile de presser une équipe comme Marseille. J'ai choisi les plus simples choses pour faire cette match parce que nous n'avons pas de temps. Mais pour le futur, je vois une équipe qui presse plus haute, plus agressive.
sera une marque de cette équipe que nous voulons travailler et progresser. C'est vrai, Paolo, que la fin de match de votre équipe... On est de retour sur le plateau de BFM Marseille-Provence et BFM Lyon, BFM Toulon-Var. Pour cet après-match, on va entendre le coach lyonnais Paolo Fonseca. Il a parlé d'avoir une stratégie assez défensive. Bon, vous me direz, avec 3-2, sur le papier, ça se voit pas, mais on l'a quand même ressenti en première mi-temps. Il y avait une idée de au moins arracher un match nul, au moins du moins en première mi-temps. Oui, première mi-temps, il y avait peut-être une stratégie défensive, mais il y avait surtout un OM timide et moyen. Donc, mais là, il nous explique finalement que c'est très difficile. Il n'y avait qu'un seul entraînement. Donc là, sans s'en rendre compte, il est en train de nous expliquer que changer l'entraîneur dans cette semaine-là pour aller au stade Vélodrome de Marseille, c'était peut-être pas le moment extraordinaire. Mais bon, ça, chacun sa vision des choses. Nous, on regarde un Lyon ce soir qui a ouvert le score, qui a risqué de marquer ce deuxième but et faire ce qu'on peut appeler le petit break. Et ensuite, pour une équipe avec des idées défensives, on a vu quand même 3-4 arrêts très importantes du gardien, et on a vu aussi 3 buts de l'OM. Donc là, il y aura des améliorations à faire, parce qu'il n'y a pas seulement le championnat pour Lyon, il y a aussi l'Europa League. Et l'Europa League, Lyon au complet a son mot à dire. Maxence, le coach lyonnais a parlé aussi de Corentin Tolisso et de son positionnement en numéro 10. Est-ce que ça t'a plu ce soir de voir le Lyonnais jouer un petit peu plus haut en meneur de jeu dans cette attaque lyonnaise, ou tu le préférais un petit peu plus bas en numéro 8? Corentin, c'est un box-to-box à la base. Alors, il a plus 20 ans, il a pris un peu d'âge, il a eu des blessures aussi. Donc, l'utiliser plus haut, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, il était présent dans la surface. C'est lui qui a aussi l'occasion de marquer le deuxième but. Donc, c'est intéressant. Et sur la première mi-temps, il a répondu à ce qu'il attendait aussi sur le plan défensif. Donc, oui, après, je pense pas que ça soit à ce niveau-là que Lyon a pêché. Lyon a pêché, je pense. Peut-être ils se sont un peu trop ouverts en pensant qu'il y avait la possibilité d'eux. Il y a eu ces situations, et puis le bloc, on n'a pas retrouvé ce bloc défensif qu'il y a eu en première mi-temps, et je pense que Marseille l'a bien exploité, et puis les rentrants aussi de Marseille ont fait du bien. Je crois que tout le coaching a été gagnant, parce que Guéry a apporté sa pierre à l'édifice, Lirola est sur le centre aussi au niveau du troisième but. Donc je pense que les rentrants ont fait la différence ce soir. C'est les rentrants qui ont fait la différence entre Lyon et Marseille. Un bilan très positif selon quand même le technicien lyonnais. Il fallait quand même tirer du positif de ce match. Il l'a dit, il est arrivé il y a 3 jours à Lyon. On ne pouvait pas imaginer des grands changements tout de suite après seulement un seul entraînement. Quelles sont les pistes d'amélioration ce soir, Edouard, toi qui suit l'équipe à l'année, où est-ce qu'il faudrait s'améliorer avec le coach? Et là, je crois qu'il a débuté dans cette calinothérapie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais parce que par exemple, quand on lui posait vendredi les conférences de presse, parce qu'il était présenté à la presse ce vendredi, donc il y a 2 jours, est-ce qu'il fallait du recrutement? Il dit non, j'ai confiance dans le groupe. Donc il veut envoyer des messages par la presse, par justement aussi son coaching du jour. Donc il va faire avec ce groupe, de toute façon, à part peut-être un mouvement demain, on va scruter ce que va faire Ryan Cherki à l'arrivée, parce que la DNCG est passée par là, donc il ne peut pas y avoir de transfert, peut-être un prêt, mais on ne voit pas ce qui peut être faisable, mais en 24 heures, tout peut être fait. Le problème qu'il doit régler, comme c'est ce que devait régler d'ailleurs Pierre Sage avant, c'est les entrants. Max, tu l'as dit, les entrants ont fait la différence en étant présents. Du côté de Marseille, à Lyon, je ne sais pas si vous avez vu Georges Mikotadze, je ne sais pas si vous avez vu Almadas, je ne sais pas si vous avez vu Tanner Tessman, on ne les a pas vus. Et ça, c'est un mal récurrent à l'OL depuis un petit mois et demi. Et comme par hasard, à l'automne, quand ça tournait bien, les entrants apportaient, comme ce soir, apportaient pour Marseille. Donc, je pense que c'est vraiment dans les têtes qu'il va falloir, parce que la qualité technique est là, c'est dans les têtes qu'il va falloir vraiment travailler. Là, maintenant, il va avoir, au mois de février, des semaines complètes pour le faire,
Donc il aura plus qu'une seule séance, que ce soit de la vidéo ou autre chose pour travailler. Ah mais je t'écoute très attentivement. Moi je reste sur ma position que l'atmosphère dans ce vestiaire, et Dieu sait que mon ami à côté peut pas me contredire, c'est très important. Ce qu'on peut appeler l'atmosphère. Et l'atmosphère dans le vestiaire de Lyon avec des joueurs qui parlent du déficit, qui parlent d'un éventuel départ, qui parlent je vais peut-être partir, je vais peut-être pas partir, on va me pousser dehors, on va pas me pousser dehors. Mais c'est très compliqué pour qu'après un coach puisse faire son métier tranquillement. C'est exactement ce qui se passe à Lyon. Et d'ailleurs, moi qui suis un passionné et que j'aime bien un petit peu pronostiquer certaines choses, je vais suivre Fonseca, qui reste quand même un entraîneur de qualité, mais avec des bosses sur la tête du côté de Milan. Je le dis et je le répète, c'est pas facile pour lui non plus. Et ensuite, je vais voir les résultats de Lyon, que ce soit en Europa League, que ce soit dans notre championnat. L'objectif de Lyon, c'est de terminer dans les 3 premiers. Cet objectif-là, je le trouve pas exagéré, je le trouve pas prétentieux, mais je vais le regarder avec beaucoup d'attention et sincèrement, je n'y crois pas. Après, c'est facile aussi de parler, mais si c'est pour attendre de voir le résultat, non. Avant le résultat, je dis Lyon, pour moi, dans les 3 premiers, je ne les vois pas une seconde. Nous, on parle beaucoup à Lyon de ce fameux plafond de verre, que la 4e, ça va être difficile de prendre et que Lyon est à sa place entre la 5e et la 7e place. Voilà, donc, on est à la moitié du championnat. Ce qui est déjà pas mal. Avec toutes ces sanctions, une 5e, 6e place qualificative pour une Coupe d'Europe, ça ne serait pas un moindre mal cette saison pour l'Olympique Lyonnais. Alors après, les sanctions, faudra voir au 30 juin comment toutes ces finances à l'OL vont être réglées. Et c'est vrai que John Textor, sur cet aspect-là, règle les choses. Il a mis de l'argent, 83 millions la semaine dernière. Il y a l'entrée en bourse qui va arriver. Il y a la Coupe d'Europe qui va amener aussi quelques argent. Il y a le mercato aussi qui amène une certaine forme de liquidité. Donc là, ça peut être, en tout cas, c'est dans les tuyaux d'ici la vente de Crystal Palace aussi. C'est part dans Crystal Palace. Donc ça peut, d'ici le 30 juin, régler cette affaire-là financière. Mais il y aura toujours cette épée de Damoclès. Mais ce matin, dans le Progrès, Laurent Prudhomme, le directeur général, évoquait des récents échanges avec la DNCG. Et il disait que la DNCG avait félicité l'OL du travail fait actuellement pour essayer de régler un peu toutes ces affaires. On n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas forcément lire un bilan, on n'est pas les dernières choses, mais en tout cas, on est obligé de croire ce qu'ils nous disent sur cet aspect-là. Donc, a priori, cet aspect-là peut être réglé au 30 juin prochain. Mais il faudra quand même, le mieux c'est quand même, et c'est pour ça que John Textor est allé chercher Fonseca, et il l'a redit, il veut la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est les 3 premières places, voire les 4e. Et là, pour l'instant, on sent que ça va être difficile, ce fameux plafond de verre. On espère que l'OL va le briser d'ici la fin de la saison, même si assez mal embarqué pour le moment. Messieurs, il y avait un duel à distance du coup entre Paolo Fonseca d'un côté, Roberto De Zerbi de l'autre. On en parlait, les remplaçants lyonnais n'ont pas réussi à faire la différence. Ça a été le contraire pour les remplaçants marseillais, chose qui était aussi symptomatique de l'OM de ces derniers matchs. Les remplaçants n'arrivaient pas à faire de différence. Ce soir, Amine Gouiri rentre, passe décisive, on va dire, sur sa frappe manquée. Ensuite, Paul Lirola rentre, passe décisive sur le but de Luis Enrique. De Zerbi, ce soir, il a encore fait un coup de maître. Disons que j'ai connu ça dans les périodes où soit on est inspiré, soit on n'est pas inspiré. Mais donc, un coup de maître, si j'ai bien compris, ça serait de se tromper en première mi-temps et de régler les erreurs de la première mi-temps en deuxième mi-temps. Pourquoi pas? Mais je pense que De Zerbi a été très, très intelligent de pouvoir régler ce qui, pour moi, était tout simplement une énorme erreur. Parce que voir l'OM jouer de cette façon-là, dans un stade qui battait pratiquement les records ce soir, et voir un public pratiquement muet de voir cette équipe de l'OM de la première mi-temps, sincèrement, c'est logique qu'on ne se rappelle que de la deuxième mi-temps. Mais essayons quand même de réfléchir pour l'avenir, que la première mi-temps, ça n'existe plus. Une première mi-temps comme celle de l'OM ce soir, je pense que De Zerbi est suffisamment compétent et intelligent pour arriver à effacer ça.
Allez messieurs, on va bientôt vous libérer. Et avant cela, on voulait parler avec toi, Maxence. Tu es là ce soir parce que tu es aussi coach d'Aubagne qui joue en national. Ça se passe plutôt bien cette première saison en national pour toi et tes hommes. 5e au classement de national. L'objectif, c'est quoi, la montée? L'objectif, je pense qu'il faut être réaliste. Premier objectif, c'est d'aller chercher les points du maintien. Et puis derrière, ne pas s'empêcher de rêver, tout simplement. Voilà, c'est un club qui vient d'accéder à la nationale, avec beaucoup d'envie, beaucoup de choses qui sont mises en place par le président Lionel Jean Ningro, avec toute une équipe sportive qui travaille bien. D'ailleurs, avec le budget qu'on a, on a un budget à peu près d'1,5 million. On est le plus petit budget de national et on arrive à faire les choses. Donc ça veut dire que dans le football, en travaillant bien, on peut faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, vous vous y attendiez à cette saison, à cette tournure au début de l'année, après avoir validé la montée l'an dernier? Alors, j'étais pas de la partie de la montée. J'ai rejoint le club à l'intersaison grâce à mon adjoint aujourd'hui, Eddie Cardillo, qui m'a ouvert la porte pour que je puisse rencontrer les dirigeants. Et puis, ça a matché tout simplement. Et le travail qu'on fait, je dis qu'on fait parce que c'est tout un club qui travaille. Moi, j'ai un staff autour de moi qui est exceptionnel en fait. Donc, j'aime l'ambiance qu'il y a, j'aime ce qu'on a envie de faire et les moyens qu'on met pour atteindre nos objectifs. Donc, tout va bien pour le moment, même si dernier match vendredi on a perdu à la maison, mais on va pas gagner tous les matchs, on le sait. Et il faut surtout, comme j'ai dit aux joueurs, c'est le rebond en fait. On a perdu un match et repartir et puis construire l'avenir du club parce que ce qui est intéressant, c'est que ce club a envie de grandir. Il y aura une fusion qui sera faite incessamment sous peu avec Herbel. Ça va amener un club de 1300 licenciés. Il y a la volonté, en travaillant avec les collectivités locales, de construire un stade. Donc il y a des projets qui sont faits. Et ce qui est intéressant, c'est que le club ne pense pas qu'aux sportifs, il pense aussi à créer des actifs afin de ne pas faire comme certains clubs ont pu le faire, arriver à un certain niveau et puis retomber parce qu'il n'y a plus rien dessous. Et donc, le structurel, le sportif... Dans les années à venir, on va peut-être avoir le plaisir de voir deux équipes... Un derby oui, un derby au Aubagne. Pourquoi Marseille, il pourrait pas y avoir deux équipes en première division un jour. Donc moi, évidemment, je connaîtrais peut-être pas ça, mais je trouve que c'est pas impossible du tout. Oui, avant de penser à un derby en Ligue 1, donc c'est important que le club s'installe vraiment dans ce championnat national et puis vise plus haut dans le futur. C'est l'objectif, c'est de construire. Je pense que monter vite, attention, la chute peut être très dure. Donc, bravo à vous tous, à toi et à tous ceux qui t'entourent. Parce que ce qui se passe à Aubagne, moi, je suis émerveillé. Je suis vos résultats. Donc, je trouve ça extraordinaire. Ouais, mais ça, j'espère que les gens qui constituent le club, qui constituent le staff, t'entendent, les joueurs aussi, parce que voilà, je crois que tu sais ce que c'est, l'entraîneur, on est juste un grain de sable dans un mécanisme. Voilà, donc ça revient à tout le monde et en tous les cas, on travaille et on a envie de continuer comme ça. J'ai eu le plaisir d'entraîner Andoum dans un certain moment de ma carrière et je me rappelle aussi, on était très fiers d'être la deuxième équipe après l'Olympique de Marseille et là vous avez piqué la place à Andoum. Voilà, on est à 3e aujourd'hui puisqu'il y a Martigues qui est en Ligue 2. Oui, mais Martigues, je considère que c'est Martigues. C'est pas tout à fait Marseille. Je reste régional, moi. Ok, ça va. Mais merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau ce soir. Je vous libère, messieurs. On va faire rentrer Yohan Oné qui va nous rejoindre pour terminer ce débrief. Et avant ça, on va écouter Corentin Tolisso. Il est au micro des journalistes. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup de regrets. Comme vous l'avez dit, on ouvre le score. En plus, on a la balle de 0, j'ai la balle de 0, Ryan aussi. On n'arrive pas à mettre ce deuxième but et au final, on prend un but qu'on peut éviter sur un de nos temps forts. Je crois que la balle est contrée, qu'elle arrive tout doucement au deuxième poteau et il n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage. Et voilà, après, ils ont continué à pousser. Mais je pense qu'en revenant à dedans, on avait fait le plus dur.
malheureusement, on prend ce troisième but qui nous fait mal parce que on perd ce match et on avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici. Vous avez senti que Marseille, en plus poussé par le public, était en train d'appuyer fort et que ça devenait difficile? Non, mais personnellement, je connais ce genre d'ambiance et le Vélodrome, j'ai déjà joué, donc je sais que c'est à ces moments-là justement qu'il faut parfois faire le dos rond et être fort. Et c'est pas ce qu'on a réussi à faire malheureusement. Tu peux nous raconter ton but? Tu arrives de très très loin, il n'y a personne qui te suit. Est-ce que tu es un peu surpris de te trouver dans cette situation-là? J'arrive à voir la situation où je sais que si je vais en profondeur, ils vont pas me suivre. Et puis je connais Ryan, je sais qu'il va les percuter. Donc voilà, il y a aussi Sahel qui fait un appel sur le côté. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas revu. Et voilà, je connais la qualité technique de Ryan, je sais qu'il va pouvoir me mettre le ballon. Donc je fais l'appel, il me fait la passe et j'arrive à finir. Donc tant mieux. L'entrée de Gouiri vous a fait quand même très mal. On vous a senti que vous aviez du mal à... Il est rentré 1-0. Messieurs, les directs s'enchaînent. On va retrouver le coach marseillais Roberto De Zerbi qui s'est présenté en conférence de presse. Un coach forcément heureux d'avoir remporté cet Olimpico. Mi sento un privilegiato, un fortunato per due cose. La prima per essere l'allenatore di questi giocatori, perché hanno fatto una partita 90 minuti, non solo il secondo tempo, di qualità, di mentalità, di sacrificio, di cuore, di palle, di tutto quello che serve per il calcio. E poi sono fortunato di essere l'allenatore dell'Olympique Marsiglia perché questo stadio è unico in Europa. Io qualche stadio l'ho passato, ma qua è un privilegio lavorare. Bisognerebbe pagare, anche se noi lavoriamo perché noi prendiamo i soldi dalla società, però quando entri in questo stadio bisognerebbe pagare anche noi il biglietto per vedere lo spettacolo che c'è. E io dico quello che penso, non dico per fare il ruffiano, non me ne frega niente, però è la verità. Alors ce soir, j'ai dit à mon équipe que je me sentais privilégiée et chanceux. Tout d'abord privilégié et chanceux d'être leur entraîneur, l'entraîneur de ces joueurs qui pendant 90 minutes, pas seulement en deuxième mi-temps, mais vraiment pendant toute la durée du match, ont joué avec sacrifice, avec cœur, caractère, avec le ballon, avec tout ce qui était nécessaire ce soir. Et puis chanceux aussi d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que ce stade est vraiment unique en Europe et moi j'en ai quand même passé des stades, mais je peux dire que c'est vraiment un privilège et bien qu'on soit payé pour travailler ici en tant que professionnel, il faudrait que nous-mêmes payions le billet, je pense, les soirs de match pour voir ce spectacle. Et je le dis pas comme ça pour faire plaisir, mais je dis vraiment ce que je pense. Bruno ? Coach, bonsoir. Je voulais vous interroger justement sur les émotions que vous vivez. Vous l'avez souvent dit, moi je suis venu ici pour vivre ça. Et ce que vous pouvez transmettre comme émotion, donc avec vos joueurs, mais aussi au public, voilà. Est-ce que ce sont des matchs comme ça, des soirées comme ça, qui marquent aussi une carrière d'entraîneur ou de joueur, s'il vous plaît, quand on voit ce qui s'est passé notamment à la fin? Et mine de rien, ce qui est assez rare, même si des matchs comme ça, il y en a déjà eu dans l'histoire de l'OM. Beh, non so, è inutile parlare del risultato finale che faremo, il piazzamento e tutte queste cose. So che io sono venuto qua, e lo dico un'altra volta, non per la Ligan. Sono venuto qua per allenare in questo stadio e avevo detto una volta, sono venuto qua per fare queste partite, per fare scoppiare lo stadio. Penso che questa sera sia scoppiato lo stadio, sì. Quindi questa sera ripaga di tanto lavoro, ripaga di tanti sacrifici dei giocatori, al mio staff, alla società, Pablo, che ha passato anche dei momenti difficili, Mehdi, Benatia, tutta la gente che lavora alla comanderia. È una soddisfazione per queste giornate, sono quelle che ti fanno amare il lavoro che facciamo, no?
Alors là, je voudrais pas parler du résultat final, du classement à la fin de la saison, mais comme je le redis encore une fois, moi je suis venue ici pas pour la Ligue 1, mais vraiment pour pouvoir entraîner dans ce stade. Et je l'ai dit, je le répète, je suis venue pour vivre ce genre de match, pour voir exploser le stade. Et je pense que ce soir, le Vélodrome va vraiment exploser. Donc là, c'est quelque chose qui repaye aussi un peu tous les sacrifices qu'on fait, que fait le club, que font Pablo, Mehdi, toutes les personnes même qui travaillent à la commanderie. C'est vraiment une grosse satisfaction et je pense qu'après des matchs comme ça, on comprend aussi l'amour qu'on a pour notre travail. Michel ? Bonsoir Roberto, bravo. Ce soir, j'ai la confirmation que vous êtes un très 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 grand entraîneur. Parce que quand j'ai vu la composition d'équipe au départ, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit comment c'est possible que l'OM mette 3 buts. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ce que vous avez voulu faire en première mi-temps sans avant-centre? Et encore une fois, c'est vous qui avez raison puisque l'OM a gagné. Allora, no, non si tratta di aver ragione, si tratta che io le scelte devo farle prima. Nil Meupé, che è un mio figlio, però non sta passando un momento dal punto di vista fisico di grande condizione. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché il Lione ha giocatori molto tecnici, Matic, Veretout, Tolisso, Lacazette, Cherki, che quando gli dai tempo e spazio ti mettono in difficoltà. Se tu gli mangi la testa e non gli fai respirare, giochi meglio e hai qualche possibilità in più di vincere la partita. E noi il primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto sorpassare la metà campo al Lione 2 volte, abbiamo sbagliato gli assist, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, qualche volta Luis Enrique a destra, tante volte Merlin a sinistra e ci siamo persi proprio nella rifinitura, però abbiamo fatto un primo tempo secondo me bellissimo. Poi nel secondo è chiaro che ho pensato a Guiri perché è più attaccante di Mason, Greenwood è più trequartista offensivo di Nadir e abbiamo trovato più spazi, però l'idea era quella, quando una squadra vuole giocare e noi vogliamo giocare bisogna fare 2 cose, quando ce l'hai tenerla e quando non ce l'hai mangiargli la testa e oggi abbiamo fatto quello. Alors, c'est pas question d'avoir raison ou d'avoir tort, mais c'est le fait que les choix, il faut les faire en amont. Et même si Mopé, c'est comme un fils, pour moi, en ce moment, je pense qu'il traverse quelques difficultés, il n'est pas en grande condition physique. Et deuxièmement, Lyon, c'est une équipe avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent, qui sont très forts entre les lignes, Matic, Veretout, Lacazette, Tolisso, Cherki. Et donc, si tu leur laisses trop d'espace, ils te mangent, ils te bouffent. Et donc, du coup, l'objectif, c'était vraiment de ne pas les laisser respirer, et si on réussit à être sur eux comme ça, on avait plus de possibilités, on réussit à jouer mieux. Et je pense qu'on a bien joué honnêtement pendant la première mi-temps. Ils ont réussi à venir que 2 fois dans notre milieu de terrain. Après, ce qui aurait pu être mieux, ce qu'on a raté quelquefois, c'est les passes. Luis Enrique du côté droit, Merlin sur le côté gauche, la finition un peu, mais honnêtement, c'était quand même une bonne première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que Gouiri était quand même plus attaquant, on va dire, que Mason. Et Mason est plus milieu offensif, plus trequartista que Nadir. Mais voilà, quand on a l'idée de jouer, quand on veut jouer, et c'est ce que nous, on veut faire, voilà, il faut réussir, quand on a le ballon, à le garder, et quand on l'a pas, vraiment à aller attaquer et manger l'adversaire sans le laisser respirer. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Xavier ? Ouais, bonsoir coach, vous me faites ma transition avec ma question. Je voulais aborder Amine Gouiri, qui n'a fait qu'un entraînement, si je ne m'abuse, et qui a fait une bonne entrée en étant décisif sur un but. Et du coup, je voulais savoir déjà comment vous jugez son entrée en jeu, et finalement dans quel registre vous l'attendez. Est-ce que ça, voilà, il part du côté, il repique dans l'axe? Est-ce que pour vous, ça doit être plus un attaquant axial, pardon. Voilà, un petit débriefing sur son match. Merci. Ma ho risposto prima, io Guiri lo vedo in campo, poi vediamo dove e cerchiamo di capire meglio di volta in volta.
dove metterlo, però è un giocatore sicuramente che ci alza il livello tecnico. Io amo i giocatori tecnici, amo i giocatori veloci, rapidi, quelli che non sono facilmente leggibili, quindi lui può giocare anche centroavanti. Detto questo, io non dimentico Neil Maupay perché è stato uno dei giocatori più importanti fino adesso, quindi avrà ancora le sue partite, saranno importanti. Poi se voi vedete la rosa del Lille, la rosa del Nizza, la rosa del Monaco, Paris Saint-Germain neanche lo nomino, ma hanno 20, 22, 23 giocatori, quindi noi dobbiamo, oltre che rinforzare gli 11 ipotetici, dobbiamo diventare più forti nella rosa in général. Alors, comme je l'ai dit juste avant, Gouiri, je le vois sur le terrain. Après, où on verra de match en match. Mais c'est un joueur qui, quand il est là, élève un peu le niveau technique. Moi, j'adore les joueurs qui sont techniques, rapides, qui sont difficiles à lire aussi, voilà, qui sont un peu imprévisibles. Après, il peut aussi jouer avant-centre, mais j'oublie absolument pas Neil Maupay, qui a été un des éléments les plus importants de ce début de saison. Il aura encore des matchs, évidemment. Mais quand on regarde l'effectif de Lille, de Nice, de Monaco, le PSG, j'en parle même pas, ils ont 22, 23 joueurs. Donc nous, il faut vraiment qu'on réussisse à renforcer, certes, les 11 titulaires, entre guillemets, mais aussi tout l'effectif de manière générale. Allez, Bruno. Oui, coach, voilà, je termine par Roberto deux questions en une. De Zerbi qui s'est exprimé, il a balayé pas mal de sujets, on va en parler un petit peu avant de retrouver la zone mixte et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a parlé de Neil Maupay. Alors en plateau, Johan nous a rejoint. Je sais que plutôt défenseur de Neil Maupay aujourd'hui. Je l'ai pas. Président du fan club, oui. Président du fan club. Membre d'honneur. Pour ceux qui sont assidus de nos débriefs, notamment sur BFM Marseille-Provence, vous saurez que Johan aime beaucoup. Bon, avant de parler de Maupay, on va prendre la direction de l'Orange Vélodrome. Écoutez, Amir Murillo, le défenseur marseillais, on l'écoute et on prend. El delantero es Luis, yo no. No, pero ¿cuál ha sido tu puesto al final hoy? Que ha sido un puesto un poquito diferente. Era lo que habíamos trabajado en la semana, ¿no? Un poco de movimiento por parte de nosotros al lado derecho y lograr darle un poco de espacio a Luis y a Mason, que eran lo importante. C'est ce qu'on avait travaillé cette semaine. De réagir après les derniers matchs, notamment la défaite à Nice, dans le contenu, déjà dans l'état d'esprit, on a retrouvé l'Olympique de Marseille. Sí, por supuesto, sabíamos. Oui, c'est vrai, on a retrouvé l'Olympique de Marseille. C'était un match très important. C'est un match important dans cette saison qui est longue. Il fallait absolument gagner, faire les choses bien. La fin de match a été spectaculaire, tant mieux. Al final, no diría que es diferente, son 3 puntos igual que en fait, cualquier à la otro fin, partido, gagner pero contre Lyon ou contre une autre équipe, c'est pareil, c'est 3 points. Ce match était très important, surtout après la défaite de Nice. Donc pour notre saison, c'est très important. Et oui, bien sûr, évidemment, pour les supporters, c'est forcément important de gagner contre Lyon. C'est important pour les fans. Il va falloir que tu nous parles de ce but que tu mets, de la folie. Qui se présente après Amir Murillo face à la presse, on va l'écouter. Elle est encore plus forte avec tout le stade qui prend feu sur. Oui, bien sûr, avec un match comme ça, il te marque les buts pour la victoire. C'est incroyable. Et l'ambiance, c'était magnifique ce soir. Donc je suis tout content. Parle-nous un petit peu, quand ce ballon il arrive, à quoi tu penses? Tu dis, je vais mettre tout mon cœur, je calcule. Oui, j'ai vu que le ballon arrivait à Paul. Et le coach me demande tous les jours d'arriver à deuxième poteau. Et c'est ça. Après, je pense que les passes, c'était mieux que les buts. Après, c'était facile pour moi. Et je suis content de marquer. Et après, contre Lyon, le match comme ça, avec notre supporter. Et ta célébration, il fait chaud, non? Quand tu fais la célébration, c'est une réponse un peu à la... Oui, bien sûr. Il doit respecter, non? Ici, c'est à la maison.
Cette saison, tu prends une autre dimension. On l'a remarqué depuis le début de la saison. Parle-nous un petit peu justement de cette saison et de ton état d'esprit. Je suis très content pour ça, de marquer, de faire des passes décisives. Donc, je pense que de remercier au coach pour toute la confiance pour moi, avec moi et avec tout le monde de l'équipe. Donc on va fort toujours jusqu'à la fin. C'était important de réagir ce soir parce que vous avez été éliminé contre Lille. Après il y avait le nul contre Strasbourg, la défaite contre Nice. On attendait la victoire avec du jeu. En première mi-temps, c'était moyen. En deuxième mi-temps, vous avez mis la folie qu'il fallait pour gagner ce match. Oui, c'est important de revenir avec un match comme ça. Et comme je dis, on va jusqu'à la fin. Je sais que on va pas perdre des matchs, mais ça arrive, c'est dommage. Mais on doit lever la tête et aller jusqu'à la fin fort et chercher toujours la victoire. À quel point l'entraîneur Roberto De Zerbi vous donne cette fougue, cette passion, parce que quand vous marquez, il est sur la pelouse, il a presque pris un carton jaune, il a pris un carton jaune d'ailleurs, il arrive sur la pelouse. Il vous transmet cette folie un petit peu? Oui, bien sûr, dans le vestiaire, à chaque jour qu'on traîne, c'est un coach qui met son corps dans le foot, donc ça passe pour nous aussi, et on reste fou comme lui. C'est la plus grosse ambiance, avec peut-être Benfica, comment tu classerais cette ambiance ce soir par rapport à Benfica par exemple ou d'autres dans ton classement? Oui, je pense que oui. Là, c'était un match incroyable, l'ambiance, c'était magnifique. Et après, c'est la dernière la communion, la fête avec les supporters. Bon, alors, il y a eu ton but, mais il y a eu ce morceau de Jules, wesh alors, à la fin du match, où vous avez été tous pris comme... le stade était complètement fou. Comment vous vivez ces moments-là avec votre stade, plus de 66 000 spectateurs encore ce soir? Je pense qu'on regarde et on veut tous les supporters contents. On est tous plus contents, je crois, qu'eux. Donc, c'est comme ça, on doit célébrer avec eux tous les jours, parce que c'est le deuxième jouet pour nous. Allez, ça dit wesh alors? Ça dit wesh alors? Wesh. Merci. Voilà les joueurs de l'Olympique de Marseille, forcément très heureux. Luis Enrique, buteur, délivreur de cette équipe de Marseille qui a inscrit le but du 3-2. Messieurs, il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Edouard, comment se profilent les prochaines semaines pour l'Olympique Lyonnais? Déjà, qui les affronte le week-end prochain? Comment ça va se passer pour l'adaptation avec Paulo Fonseca? Alors, la semaine prochaine, c'est face à Reims. On ne sait pas si ça sera toujours le même entraîneur, mais en tout cas, ça sera deux équipes malades, en tout cas, à 15h. Et là, Lyon sera dans l'inverse de Reims, parce qu'un Reims aura joué son match de Coupe de France jeudi. Donc, on verra si le physique dont je vous ai parlé... voilà, et puis on va... Le mois de février va être un peu calme parce qu'il va y avoir que du championnat, avec un match notamment face à Paris. Et puis après, la double vie, championnat et Coupe d'Europe, va recommencer au mois de mars avec les huitièmes de finale, les 6 et 13 mars. Mais on va surtout suivre un peu comment le médecin Paulo Fonseca va guérir, parce que je pense que c'est vraiment une histoire de tête, guérir ses joueurs pour peut-être inverser la tendance, et pourquoi pas, même si vous avez compris que moi, le plafond de verre, je ne sens pas que les Lyonnais vont le briser, qu'aller chercher cette Ligue des Champions tant espérée, surtout au niveau lucratif. Et Johan Lohem, eux, se déplacent du côté d'Angers à 20h45 dimanche prochain. Oui, absolument, parce que ça va vite derrière l'Olympique de Marseille. C'est une journée de Ligue 1 où Monaco a pris des points, Nice a pris des points. Donc voilà, l'OM est chassé. Il y a un petit matelas, mais il ne faut pas s'attarder dessus. Donc, on le voit dans la conférence de presse, c'est très clair. Roberto De Zerbi, lui, il regarde devant, il ne regarde pas derrière. Et il les secoue, les joueurs, quand il faut le faire. Donc, je ne dirais pas que l'OM nous laisse 100% serein non plus. Mais ce soir, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été. Merci de votre accueil. D'avoir participé à cette. Tu reviens quand tu veux, Edouard. Pas de problème. Surtout si ça se finit comme ça. Voilà. J'essaie de ramener quelque chose, parce que là, je veux me faire un petit peu enguirlander par mes collègues à Lyon. Je reviens un peu la besace vide, mais j'aurai quelques motifs d'explication. On t'accueillera l'année prochaine pour pas de problème.
tenter d'inverser un peu la tendance, mais en tout cas, c'est un cet plaisir. Olympico est marseillais cette année. Voilà, désolé pour nos amis lyonnais qui nous ont suivis ce soir. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi nombreux sur nos 3 antennes, BFM Marseille, BFM Lyon et BFM Toulon-Var. Merci à toutes les équipes en régie, Lucas Liquetta, Caruso, Julien Desvages, Solène Pérez, Olivier Ponce, de nous avoir accompagnés ce soir sur la partie technique. Je vous dis bonne soirée et à l'année prochaine. À la semaine prochaine pour... et on nous donne une dernière information, voilà, comme quoi j'ai toujours l'occasion de me rattraper. Guiri sera présenté demain à la commanderie, donc vous pourrez suivre ça en direct sur BFM Marseille à Provence. Reste avec nous, l'actualité revient dans un instant.